Parev, je suis Ovel Shnorokian, né et élevé au Liban, citoyen français depuis des décennies et fièrement arménien. Il y a quelques années, des journalistes de la chaîne arménienne Acha m'ont rendu visite pour enregistrer une interview sur ma famille. Un mois plus tard, j'ai reçu le CD de l'émission. En voyant pour la première fois le titre de l'émission, arménien d'origine, j'ai été à la fois surpris et perturbé. Le H1 et l'administration arménienne me déclasserait-il, nous déclasserait-il en simple arménien de souche? C'est ainsi que c'était et c'est ainsi que cela reste. Il y a eux et il y a nous. En février dernier, le Premier ministre Pachinian a rencontré des représentants sélectionnés des communautés en Suisse et en France. J'ai regardé la diffusion de la réunion en Suisse et j'ai assisté à la réunion à Paris. Aujourd'hui, je vais donner un aperçu de la réunion à Paris et aborder 3 sujets clés. Les défis démographiques, sécuritaires et économiques de l'Arménie. Et sur la base de mes 25 ans d'expérience en Arménie et dans la diaspora, je ferai des révélations intrigantes et réfléchirai à nos défis, les nôtres, les leurs et nos problèmes communs. Je soulignerai les qualités et les lacunes de chaque partie avec une perspective équilibrée. Et je présenterai une analyse et des propositions. Je parlerai avec le cœur, honnêtement et audacieusement. J'aborderai des sujets qui sont souvent évités, mais qui sont cruciaux pour le progrès. Mes intentions sont constructives et j'espère qu'elles seront perçues ainsi. Pour mémoire, je me suis rendu pour la première fois à Erevan en 2000 pour installer l'atelier d'horlogerie AWI en tant que cofondateur de l'entreprise. J'avais précédemment commandé des établis d'horlogerie spéciaux en Chine et des outils de précision en Suisse. J'ai ainsi quitté mon travail, ma maison, ma famille, et je suis allé superviser personnellement l'installation des établis, des outils, etc., dans l'emplacement déterminé de l'atelier face au cirque d'Erevan. J'ai recruté les employés, le directeur, les horlogers, les employés de bureau. Ainsi, j'ai eu, au-delà du tourisme, un contact direct et concret avec l'Arménie, le pays, le peuple. Depuis 2017, j'ai tenu des réunions avec des dirigeants spirituels, politiques et publics en Arménie. Dans les cercles gouvernementaux, j'ai tenu des réunions de travail avec l'ancien Premier ministre Karen Garabedian, ainsi qu'avec d'anciens et d'actuels ministres de l'économie, de l'éducation, de la santé et d'autres, au sujet d'un programme de l'optimisation du potentiel de la diaspora. J'ai également rencontré M. Pachinian à plusieurs reprises dans le cadre du même programme, lorsqu'il était encore journaliste et membre de l'opposition. Ainsi, j'ai eu l'occasion de l'apprécier en tant que personne, avant et en dehors de son rôle de Premier ministre. Cela signifie aussi que je suis bien familier à l'atmosphère administrative de l'Arménie. Dans la diaspora, j'ai parcouru diverses communautés, de Sydney, Moscou jusqu'à Los Angeles, rencontrant les dirigeants et le public au sujet de la coordination des forces de la diaspora. J'ai consulté tout le monde et j'ai écouté les conseils de chacun. Maintenant, tournons-nous vers la réunion du Premier ministre à Paris. Tout d'abord, le Premier ministre a parlé sans traduction, tandis que les invités, dont beaucoup ne parlaient pas l'arménien, n'avaient pas été informés que le discours serait prononcé en arménien. Deuxièmement, des brochures intitulées « Projet Carrefour de la paix » ont été distribuées, ce qui, je suppose, devait être le sujet principal de l'ordre du jour, mais il n'a pas été discuté. L'aspect le plus frappant était le niveau de sécurité accru. Étonnamment, nous avons été obligés de laisser nos téléphones, nos sacs et même nos montres à l'entrée. Parmi les invités, la photographe d'art Lydia Kasparian a été particulièrement déçue par la confiscation de son appareil photo à l'entrée. En conséquence, la seule information disponible sur la réunion était la version distribuée par le bureau du Premier ministre. Vous pouvez la consulter ici. À la réunion de Zurich était présent parmi mes connaissances Vahé Gabrash, le premier Suisse arménien parmi les participants, Vartan Sirmakesh, Mike Baronian, Viken Cheterian et d'autres personnes distinguées.
À la réunion de Paris étaient présents 2 ecclésiastiques, les révérends Joël Michaelian et Gilbert Levonian. Également étaient présents Sophie Devedjian, la veuve de Patrick Devedjian, Anouche Toranian, Ara Toranian, Denis Tchorkaïev et Daniel Kurtian. Au 2e rang était assis Ara Aharonian, le président de la Fondation arménienne de France Bedros Terzian, et d'autres personnes distinguées. Après son discours, le Premier ministre a répondu aux questions des participants. Les réponses ont souvent été ambiguës et trompeuses, revenant constamment à l'idée que la paix est la nécessité première de l'Arménie. En disant cela, le Premier ministre a peut-être voulu justifier les concessions qu'il a faites, certaines d'entre elles symboliques, comme remplacer les armoiries d'Arad par celles d'Aragats, et d'autres lourdes de conséquences, comme ignorer le droit au retour des personnes déplacées de l'Artsakh et l'indifférence inacceptable du gouvernement envers les prisonniers de guerre de Bakou. L'une des questions les plus remarquables était celle de Dikran Yegavian. Il a expliqué qu'il comprenait que la défense de la cause arménienne puisse ne pas être bénéfique pour l'Arménie et a suggéré une répartition des rôles qui s'apparente à une stratégie du bon flic et du mauvais flic, où la diaspora assumerait la responsabilité de poursuivre la reconnaissance du génocide arménien et de défendre le droit au retour des déplacés de l'Artsakh. Le Premier ministre est probablement dans une position politique difficile. C'est pourquoi la question de Dikran a semblé l'irriter. Il a répondu par une longue explication, soulignant une fois de plus que la paix est ce dont nous avons besoin, sans aborder la proposition de Dikran. Le message principal du Premier ministre était très clair et sans ambiguïté. Il est le Premier ministre de la République d'Arménie uniquement et non de toute la nation. Son rôle et son mandat se concentrent uniquement sur la garantie de la sécurité et du bien-être des citoyens de la République d'Arménie uniquement. En termes simples, il n'est pas en charge de la diaspora, ce qui, à mon avis, était une clarification très logique et légitime. Cependant, le Premier ministre a transmis ce message simple par une déclaration longue et complexe, disant que ces jours-ci, une transformation idéologique a lieu en Arménie, ainsi de suite, ce qui a rendu son message simple incompréhensible. Indépendamment de la situation politique actuelle, la position et l'état d'esprit du Premier ministre étaient généralement condescendants et blessants. Il nous a pointé du doigt concernant 2 sujets. Tout d'abord, il a déclaré que si nous ne parvenons pas à préserver notre langue et nos écoles, ce n'est pas la faute du gouvernement arménien. Il a clairement indiqué aussi que l'Arménie ne peut pas assumer la responsabilité de soutenir les écoles de la diaspora. Concernant nos écoles, le Premier ministre devrait-il blâmer le GAP centenaire pour avoir réorienté ses fonds et ses ressources vers la République d'Arménie au détriment des écoles de la diaspora? Au lieu de l'ignorer, n'aurait-il pas été plus approprié pour lui de reconnaître un jour les contributions de la Fondation, peut-être en serrant chaleureusement la main de M. Setragian, en lui offrant une sincère reconnaissance? Deuxièmement, il nous a critiqué de n'avoir versé que 500 millions de dollars au fonds panarménien au cours des 32 dernières années. Lors de la réunion à Paris, le Premier ministre a pris à témoin M. Terzian, un homme de la génération de son père. Ce grand homme s'est levé respectueusement et a affirmé: « Oui, Monsieur le Premier ministre, seulement 500 millions de dollars, en dehors des fonds levés pendant la guerre de 2020. » Je devrais mentionner que M. Terzian est un économiste très respecté, spécialisé dans l'énergie et le pétrole. Il est invité depuis des décennies en tant qu'expert par la télévision publique française et les réseaux internationaux. Il ne cherche ni titre ni médaille, et son dévouement à sa mission restera certainement inébranlable, insensible aux vagues et aux vents changeants. Seulement 500 millions de dollars si l'on met de côté les milliards contribués par Kerkorian, ainsi que les contributions d'organisations caritatives telles que les fondations IDEA, Lama, Afeyan, Coaf, Hovnanian, Far, Ismailian, Dashir, Tufenkian, Tumo et de nombreuses autres organisations de la diaspora, dont les fonds
si ce n'est pas entièrement, sont en grande partie dirigés vers l'Arménie. Les Hovnanian, tout un établissement et maintenant une seule école dans le New Jersey, ont contribué à un fonds de dotation de 500 millions de dollars à la République d'Arménie. Je devrais mentionner qu'Edel Hovnanian, qui dirige personnellement l'initiative Birthright Armenia, a jusqu'à présent amené 3000 jeunes en Arménie grâce à ses efforts dévoués. Cependant, le nombre de participants à Birthright Israël est de 900 000 à ce jour. La différence clé est que Mme Hovnanian réalise ce travail seule, tandis que la communauté juive opère sous une direction unifiée. 900 000. Pouvons-nous atteindre la gamme de centaines de milliers dans quelques années également? Nous le pouvons, mais seulement si nous coopérons. Nous nous égarons. Les 4 chauffeurs de bus de notre école Tebrot-Sasser du Rancy avaient collectivement envoyé 200 € de leurs moyens modestes et limités à la famille d'un martyr de la guerre d'Artsakh. Cependant, les 4 dirigeants successifs de l'Arménie, qui n'ont pas connu le sentiment d'être privés d'une patrie, n'ont pas réalisé le fait que pour de nombreux Arméniens de la diaspora, la patrie est une relique précieuse et sacrée, et que les intérêts de la République d'Arménie exigent que ces personnes soient appréciées et non méprisées. De plus, même la veuve qui, dans sa pauvreté, a mis 2 sous dans le trésor, mérite également reconnaissance. Cela dit, la position du Premier ministre est compréhensible. En 2024, la diaspora forte de 7 millions de personnes a contribué 15 millions de dollars au fonds arménien, ce qui représente 0,2% du budget de l'État. Et avec cela, nous nous attendons de devenir les propriétaires de l'État. Nous ne payons pas d'impôts et nous exigeons des sièges à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas subi de perte de guerre, pourtant nous exigeons qu'il continue la guerre. Qu'est-ce qui nous donne de tels droits? L'irritation du Premier ministre est compréhensible, mais imprudent. Le faible participation au fonds arménien a ses raisons. Et si notre objectif est de développer, d'augmenter de manière exponentielle les inscriptions à Birthright Armenia, cela ne peut être réalisé que par la coopération et non par des accusations mutuelles. Pour répondre à ceux qui m'ont demandé mon avis sur la réunion, avant le rassemblement, l'objectif du Premier ministre et les résultats qu'il escomptait de la réunion n'étaient pas clairs pour moi. Lors de la réunion, le Premier ministre a annoncé qu'il était venu chercher l'approbation de la diaspora, sans préciser de quelle approbation il s'agissait. Donc, je n'ai pas vu l'objectif de ces réunions et leur résultat était largement négatif. Parmi les mécontents, le journaliste, politologue et conférencier suisse-arménien Viken Cheterian a exprimé sa protestation sur Civilnet. Et Dikran Yegavian, un autre jeune spécialiste talentueux qu'il faut à tout prix courtiser, a quitté la réunion en réaction à la surdité du Premier ministre avant qu'elle ne s'achève. Ayant dit tout cela, l'éléphant dans la pièce n'était pas le Premier ministre, mais nous, l'Assemblée. Nous étions comme un pauvre troupeau de moutons sans berger. L'Arménie a son leader, mais le roi de notre diaspora est nu. Nous faisons face à une grave crise de leadership. Un leadership qui aurait une vision, un programme clair, la capacité de sécuriser les ressources nécessaires et la confiance du peuple. Cette question est posée par tout le monde, de chaque scène et par chaque personne. Je l'aborderai plus tard en apportant une réponse. Passons au premier des 3 sujets, le défi démographique. Pour illustrer l'ampleur du défi, je vais citer comme exemple la Russie, qui perd entre 800 000 et 900 000 habitants chaque année. Le déclin démographique pose des défis existentiels pour de nombreux pays, tant du point de vue économique que sécuritaire. À titre d'exemple du point de vue économique, la population de la Corée du Sud devrait diminuer de 50% au cours des 40 prochaines années. Imaginez l'impact que cela aurait sur la main-d'œuvre des usines, l'industrie et généralement l'économie dans un tel scénario. Du point de vue de la sécurité, la République d'Artsakh,
qui couvrait une superficie légèrement supérieure à celle du Liban, avait une population de seulement 120 000 habitants. Donc, comparé aux 512 habitants vivant au kilomètre carré dans le Liban densément peuplé, la population par kilomètre carré en Artsakh n'était que de 10, ce qui rendait l'Artsakh extrêmement vulnérable. Israël, bien conscient de l'importance de la démographie, met en œuvre une politique de réinstallation sérieuse et bien planifiée depuis des décennies. Je devrais noter que la Fondation Hovnanian parraine également le programme Repat Armenia, qui a une perspective similaire. Revenant à Israël, pendant les troubles politiques de l'Éthiopie en 1991, Israël et diverses organisations juives mondiales se sont unies pour planifier, financer et exécuter méticuleusement l'opération Salomon. Cette opération impliquait 40 avions volants en continu par roulement, avec des pilotes et des équipages tournants, transportant 14 325 juifs éthiopiens de l'Éthiopie vers Israël en seulement 36 heures. Il est à noter que la plupart de ces migrants étaient des agriculteurs. Au-delà de la réinstallation, le gouvernement, en collaboration avec les organisations de leur diaspora, a veillé à ce que chaque communauté soit installée dans des environnements similaires à ceux d'origine, de manière à fournir à chacun un travail adapté à son métier. En même temps, des efforts ont été faits pour préserver les liens communautaires, en gardant ensemble les résidents d'un même village, ce qui a grandement contribué à leur bien-être. Pour l'Arménie, avec un taux de fécondité de 1,75 enfants par femme, sa diaspora forte de 7 millions de personnes représente une opportunité unique pour la réinstallation. Cependant, depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a reconnu l'importance de ce potentiel ou développé de plans stratégiques de réinstallation. En l'absence de programmes coordonnés, de nombreux rapatriés de Syrie et du Liban ont migré vers l'ouest et d'autres non qualifiés, incapables de payer les frais de subsistance à Erevan, ont été contraints de retourner dans leur lieu de naissance. Et les communautés de l'Artsakh, sans plan stratégique, sont actuellement dispersées. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dans les conditions d'il y a 100 ans, les survivants du génocide ont reconstitué en Syrie, au Liban et en Arménie leur communauté à Nor Aintab, Nor Marash, Nor Sis, Nor Hajan. Pourquoi notre État établi n'a-t-il pas adopté un plan stratégique pour que les parents proches et surtout les entreprises déplacées de l'Artsakh, au lieu d'être dispersées, puissent être restructurées et ainsi contribuer à l'économie de l'Arménie? Revenons à notre sujet. Notre besoin est simple. Développer des initiatives communautaires à grande échelle inspirées du système des kibbutz. Ces communautés accueilleraient des centaines de familles, offrant des logements et des opportunités d'emploi, diversifiées dans plusieurs secteurs et au-delà de l'informatique et des services, élargissant ainsi le champ de la réinstallation. La mise en œuvre de ces programmes nécessite une coopération étroite entre les secteurs publics et privés, que le privé soit arménien, de la diaspora ou étranger. J'ai personnellement été témoin du succès de tels programmes, créant des millions d'emplois à Shenzhen en Chine. J'y ai dirigé une usine dans les années 2000 et j'ai vu de mes propres yeux comment les efforts coordonnés des secteurs publics et privés peuvent générer de la croissance. L'Arménie se vante de réussites dans le secteur privé, comme le projet de développement urbain de Vargny qui a favorisé l'émergence d'une communauté. Nous avons aussi des entreprises prospères. Le défi maintenant est de définir une stratégie globale et d'établir l'étendue du projet. Le gouvernement ne devrait pas supporter le fardeau financier ou de construction, mais plutôt de jouer le rôle de leadership en initiant, en coordonnant et en assurant les infrastructures essentielles, y compris les terrains, l'eau, l'électricité, le gaz et l'Internet. Pendant ce temps, le secteur privé devrait stimuler le développement du logement, la création d'emplois et le financement.
Une collaboration étroite entre les secteurs publics et privés sera cruciale pour le succès du projet. Passons au deuxième sujet, la sécurité, où je conjuguerai fréquemment le verbe reconnaître. Pour commencer, revenons à janvier 2018. Lors d'une conversation privée après son entretien avec le magazine L'Express, le président Sarkisian aurait confié aux journalistes que l'Azerbaïdjan est armé jusqu'aux dents et attend patiemment le bon moment pour frapper. Il a en outre ajouté que lorsque le moment viendra, la capacité de l'Arménie à répondre serait limitée et compter sur un soutien extérieur serait incertain. Il convient de noter que M. Sarkisian, ayant servi comme ministre de la Défense, possédait une expertise militaire et des renseignements que le journaliste Pachinian n'était probablement pas au courant. Les connaissances de M. Sarkisian pourraient avoir influencé sa décision de démissionner. Nous devons reconnaître une vérité troublante. L'Arménie fait face à une grave pénurie dans 3 domaines clés: la démographie, le budget militaire et les services de renseignement. De plus, nous faisons face à un manque d'efficacité administrative. Je devrais noter que d'après mon expérience personnelle, je considère cette désorganisation comme une culture profondément enracinée dans notre État au fil des décennies. Cela ne reflète pas nos premiers ministres et ministres estimés, mais plutôt sur l'inefficacité gouvernementale et le cadre administratif. Le gouvernement actuel a hérité de cette culture de désorganisation de ses prédécesseurs. Par conséquent, si nous devons les tenir responsables de la désorganisation désastreuse pendant la guerre de 2020, ce devrait être pour ne pas avoir fait suffisamment de progrès dans les réformes entre 2018 et 2020. Maintenant, réfléchissons au passé. Analysons les opportunités en or que nous avons manquées et considérons les réalités géopolitiques et la situation instable actuelle. Commençons par examiner les opportunités que nous n'avons pas pu saisir. Le 3 février 1998, Levon Del-Bedrosian a démissionné à un moment critique, alors qu'un accord de paix était sur la table. La proposition incluait le retour de 5 des 7 zones tampons que nous contrôlions, en échange de l'autonomie de l'Artsakh. Son discours de démission de 4 minutes, ainsi que des documents déclassifiés récemment publiés par azadoutune.am, suggèrent que son départ n'était pas volontaire. Si cet accord avait été accepté, nous n'aurions pas eu de guerre, nous n'aurions pas perdu à l'Artsakh, et l'Arménie contrôlerait aujourd'hui un carrefour énergétique vital au lieu de son état d'isolement actuel. Le 10 avril 2015, juste avant les commémorations du centenaire, le secrétaire d'État américain John Kerry a transmis au gouvernement arménien une autre proposition de paix intéressante offerte par le premier ministre turc Ahmet Davutoğlu. Cependant, notre gouvernement n'a pas répondu. Le 30 août 2023, un analyste russe a répondu à ma question sur ce qui pourrait lever le blocus de la Chine. L'analyste, de manière anonyme, a dit que les présidents Poutine, Aliyev et Erdogan poursuivaient tous trois un seul objectif, à savoir l'ouverture des routes commerciales. Ce qui était déjà mentionné dans l'accord de cessez-le-feu de 2020, signé mais non mis en œuvre par notre Premier ministre. Citant l'ouverture du corridor Russie-Golfe Persique de cette semaine-là, l'analyste a souligné que ces routes avaient le plus grand intérêt stratégique parmi toutes pour la Russie. Il a suggéré que la Russie cherchait également une route terrestre potentiellement à travers l'Arménie vers la mer Méditerranée. La Russie probablement prévoyait les problèmes potentiels de sécurité qu'elle pourrait rencontrer en mer Noire, qui se sont récemment matérialisés. Le lendemain de notre discussion, le 31 août, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a également confirmé le point de vue de mon interlocuteur. Suite à cet échange, juste 3 semaines avant la chute de l'Artsakh, j'ai contacté 7 personnalités influentes de la diaspora, toutes ayant des liens directs avec le Premier ministre. Je les ai exhortés de se rendre ensemble à Yerevan, de le rencontrer en groupe et à échanger humblement des idées. Aucun de nous n'avait prévu la catastrophe imminente.
Comme il est écrit, au jour de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et ils ne savaient pas, jusqu'à ce que le déluge vienne et emporte tous. Nous ne le savions pas non plus. Le passé est derrière nous. Ce qui compte vraiment, c'est l'avenir. En avançant, il est essentiel que nous reconnaissions les réalités présentes suivantes. Premièrement, nous sommes entrés dans une ère d'anarchie et de violence, une époque de despotisme où la force fait loi. En février dernier, le président des États-Unis a déclaré son intention de prendre contrôle du Groenland et de Gaza. D'un côté, il y avait cette affirmation audacieuse. De l'autre, parmi les 27 dirigeants de l'Union européenne qui supervisent le Groenland et les dirigeants influents des pays arabes, islamiques et des États du Golfe qui devraient se préoccuper de Gaza, pas une seule voix n'a osé protester. Dans ce scénario, si les conditions géopolitiques changent demain, permettant à la Turquie d'annexer l'ensemble de Syunik, qui pensez-vous émergera comme le protecteur de l'Arménie lointaine? Nous devrions nous rendre compte. Cependant, l'Arménie est située dans un emplacement géographique stratégique. J'espère que notre ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, avec son expertise et la flexibilité qu'il a démontrée depuis Davos, pourra faire reconnaître le rôle pivot de l'Arménie et de l'exploiter pour assurer la stabilité du pays. Nous devons reconnaître que le Premier ministre est sous une pression énorme de multiples directions. Il a perdu l'Artsakh, il a laissé des milliers de familles dans le deuil. Pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, il est contraint de négocier dans des circonstances difficiles et de faire des concessions à des oppresseurs impitoyables. Et sa vie est en danger. L'histoire montre que les dirigeants qui ont poursuivi la paix par le compromis deviennent souvent des cibles. Le général Charles de Gaulle a échappé de justesse à une tentative d'assassinat, tandis que le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin ont tous deux été assassinés. Enfin, le leadership exige de prendre des responsabilités, ce que le président d'El-Bedrosian n'a pas su démontrer lorsqu'il a démissionné sous pression à un moment crucial. Cette décision nous a conduit à la situation douloureuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On doit également prendre conscience du déséquilibre des forces. Comme il est écrit, quel roi partant en guerre ne s'assoit pas et ne considère pas s'il est capable avec 10 000 rencontrer celui qui vient contre lui avec 20 000. S'il n'en est pas capable, il envoie un ambassadeur et demande la paix. Apparemment, le Premier ministre n'a pas tenu compte de ce déséquilibre jusqu'à la guerre de 2020. S'il l'avait fait, il n'aurait probablement pas fait des déclarations audacieuses comme l'Artsakh c'est l'Arménie et c'est tout, ou célébrer le 100e anniversaire du traité de Sèvres au niveau de l'État, ce qui a irrité et endurci la Turquie contre l'Arménie juste avant la guerre. En fait, l'opposition n'était pas consciente du déséquilibre des forces non plus. Vous pouvez écouter la déclaration de la FRA ici. Mais que devons-nous faire maintenant? Nous blâmer les uns les autres? Nous devons reconnaître que le Premier ministre est au volant de la voiture dans laquelle nous nous trouvons tous et que les routes sont extrêmement dangereuses. Et avec tout le respect que je dois à tous les éminents politiciens et analystes politiques qui exigent la démission immédiate du Premier ministre, personne n'a proposé de solution pour combler l'écart entre notre budget de défense d'1,4 milliard et celui de 5 milliards de dollars de l'Azerbaïdjan. Personne n'a non plus présenté de candidat viable pour le poste de Premier ministre. Le Serpazan a fait du bruit, mais on n'entend plus parler de lui. Apparemment, il n'était pas aussi clairvoyant qu'il faisait paraître. Je voudrais noter que selon l'article 410-1 du Code pénal français, lorsque l'intégrité territoriale du pays est menacée, la déloyauté envers le gouvernement et les institutions de l'État peut être qualifiée d'acte criminel, un crime d'État et même une trahison. Si cette loi était en vigueur en Arménie, ou si nous étions simplement logiques et conscients, il n'y aurait pas de place pour l'opposition dans notre situation actuelle. Cependant, certains prétendent que tout ce qui s'est passé
faisait partie d'un plan bien préparé depuis le début. Ayant bien connu le Premier ministre et le voyant comme une personne directe et idéaliste, je ne trouve pas l'idée de conspiration plausible. Le temps n'est pas notre allié. En 1998, l'Arménie avait l'opportunité de devenir un carrefour clé et de générer des revenus grâce au gazoduc. Cependant, au fil des années, les conditions se sont détériorées et retarder les négociations s'est avéré coûteux. Compte tenu des réalités, il est impératif que la nation, le peuple, y compris la diaspora, et l'opposition s'unissent et forment un front cohérent. Passons au troisième sujet de l'économie. En 2013, j'ai aidé la jeune Irina de 20 ans à obtenir un emploi dans une usine de bijoux à Moscou qui employait 1 millier de personnes. Après m'avoir remercié, elle a soupiré et a dit qu'elle aurait aimé avoir un emploi similaire en Arménie, même pour la moitié du salaire. Cette déclaration simple mais puissante souligne que les difficultés économiques étaient le principal moteur de l'émigration. La même année, j'étais assis à la table d'un dîner à Erevan avec une autre jeune femme de 20 ans, portant un sac Hermès et une montre de 25 000 euros. Quand surpris, j'ai demandé, on m'a dit qu'elle était la fille d'un fonctionnaire. Le même système qui permettait à la fille d'un fonctionnaire gagnant 400 euros par mois de porter une montre Ulysse Nardin en édition limitée en toute impunité était précisément le système qui a empêché des employeurs arméniens d'établir leurs entreprises en Arménie. Pour maintenir l'objectivité, considérons le revenu moyen et le budget de l'État qui ont plus que doublé entre 2017 et 2024. Et nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Si l'Arménie avait connu une croissance économique similaire avant la révolution, le paysage de l'émigration et des dépenses de la défense aurait été très différent. En effet, les dirigeants précédents devaient avoir d'autres priorités, ce qui nous a finalement conduit aux défis démographiques, économiques et sécuritaires auxquels nous faisons face aujourd'hui. Deuxièmement, au lieu de simplement doubler, ces chiffres auraient pu quadrupler avec des relations gouvernement-diaspora plus fortes et mieux intégrées. Je conclurai par une analyse de nos défis, les nôtres, les leurs et nos défis communs, en commençant par les nôtres. Pendant des décennies, nous avons fait preuve d'irresponsabilité. Alors que nous étions témoins de la corruption, nous avons échoué à nous unir en tant que force collective et au lieu de cela, nous avons applaudi l'administration même que nous reconnaissions comme corrompue. Deuxièmement, à la suite de la guerre de 2020, des personnes et des organisations de la diaspora, petits et grands, ont exigé la démission du Premier ministre. Ce n'était ni notre rôle, ni une démarche responsable. Troisièmement, nous avons échoué à coordonner nos efforts et à exploiter notre potentiel collectif jusqu'à présent. En conséquence, nous portons la responsabilité de l'état actuel des affaires en Arménie et de la nature de notre relation avec le gouvernement. Quant au gouvernement, je vais souligner 4 points clés. La confiance ne se donne pas, elle se construit, se mérite. Bien que la sécurité du Premier ministre soit sans aucun doute importante, dépouiller les invités de leur montre et leur téléphone n'était ni approprié ni stratégique. Surtout à Zurich, où des philanthropes patriotiques, des chefs d'entreprise et des personnalités communautaires, tous des individus hautement distingués, ont consacré 3 heures de leur temps à voyager de Genève à Zurich, et encore 3 heures pour revenir, pour finalement être dénigrés. L'écoute est une qualité fondamentale de tout leader. La proposition de Dikran Yegabian aurait pu aider le Premier ministre à s'élever au-dessus du débat entourant sa déclaration sur le génocide à Davos, un sujet largement discuté. Pourtant, le Premier ministre n'a pas entendu ce que Yegabian a dit, tout comme il n'entendait généralement pas ce que quiconque disait. Troisièmement, le succès de tout gouvernement dépend de la qualité de ses conseillers. Comme il est écrit,
le peuple périt faute de sagesse, mais le salut est dans la multitude des conseillers. Et aussi, mène ta guerre avec sagesse, car la victoire réside dans le conseil de nombreux. Alors, qui sont les conseillers qui influencent les décisions de notre Premier ministre? Enfin, le Premier ministre a été élu pour gouverner. Son rôle est de diriger le pays, non de voyager de ville en ville pour fournir des explications ou chercher du soutien. Ce n'est ni son rôle, ni une manière efficace d'utiliser son temps. Pour obtenir du soutien, nous avons besoin d'ambassadeurs de chaque communauté, devenant grecs pour les Grecs, Bolsaï pour les Bolsaï, Baskaï pour les Baskaï, afin qu'ils puissent communiquer efficacement et favoriser la compréhension. À l'heure actuelle, nous ne comprenons tout simplement pas. En ce qui concerne la nation, nos défis communs, certains demandent pourquoi nous ne pouvons pas exceller en tant que petite nation comme les Juifs. Soyons objectifs, mettons de côté Israël, où une population de 10 millions surpasse les voisins de centaines de millions dans tous les domaines. Le peuple juif a produit environ 140 lauréats du prix Nobel, tandis que nous n'en avons que 2. Pour mémoire, l'Azerbaïdjan n'en a aucun et la Turquie, avec une population de 85 millions, n'en a que 3. Notre besoin le plus important est la sagesse. Nous devons fortifier notre héritage en commençant par le premier testament de Mashtots, la première phrase écrite en arménien. Pour reconnaître la sagesse et l'instruction, pour connaître les mots de la compréhension. Tout au long de l'histoire, l'éducation a façonné les Arméniens qui ont été renommés pour leur succès, leur fiabilité et leur empathie, des empires ottomans et russes à l'Europe jusqu'à l'Inde et Hong Kong. Nous devons nous réapproprier et renforcer notre héritage. Notre deuxième besoin est l'unité. Nous devons nous élever au-dessus de nos différences et privilégier notre appartenance nationale par rapport aux divisions sectorielles, qu'elles soient entre l'Arménie et la diaspora, ou d'autres distinctions. Nos différences, qu'elles soient culturelles ou politiques, que nous soyons pro-russes ou pro-occidentaux, que nous ayons voté pour Trump ou Biden, nous ne devrions pas les laisser nous diviser. Au lieu de cela, nous devons exploiter ces différences, nos perspectives, nos positions et nos connexions diverses, et les canaliser ensemble, intelligemment, pour le bénéfice de la nation. Comment tout cela peut être accompli? Je vais prochainement aborder chacune de ces questions en présentant des solutions pratiques soutenues par des évidences documentées. Je vais exposer des propositions claires et concrètes pour les gouvernements actuels et futurs de l'Arménie, avec toute humilité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais également aborder la crise de leadership de la diaspora avec une feuille de route, qui ne peut être réalisée qu'avec la coopération de toutes les parties et avec votre participation. D'ici là, vous pouvez suivre notre travail sur la plateforme de Diasporam que nous mettons en œuvre avec nos moyens modestes. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés et ceux qui continuent de le faire. Nous avons besoin de soutien, surtout pour notre projet de cartographie. Nous avons besoin de coordinateurs, de chercheurs, de rédacteurs et d'orateurs dans chacun des 68 pays ou régions que nous cartographions. Nous apprécions toute aide, que ce soit par des ressources ou des actions, qu'il s'agisse de 2 sous ou de 2 heures. Quiconque a la foi, la volonté et les moyens, qu'il ou elle nous écrive, qu'il ou elle m'écrive. Merci pour votre attention. Je reviendrai vers vous bientôt.